Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je continue toujours l'exploration du machine learning sous Julia. Et cette fois-ci, nous allons travailler sur les arbres de décision, en classement, en classification supervisée, hein, donc décision de tri classifieur. Et pour ce faire, nous allons utiliser toujours le package MLJ, qui est une sorte de wrapper en fait, qui encapsule l'accès à différentes classes de calcul, à différents sous-packages, hein. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser MLJ pour accéder au package décision tree, hein, dans lequel sont implémentés, qui implémente justement les techniques d'induction des arbres de décision. Voilà. Alors, prenez un petit recul. Voilà, je travaille beaucoup sur Julia en ce moment. Tout le monde l'a vu, ça, hein, ça en a pas mal, hein, on est d'accord très bien là-dessus. Voilà. Julia, c'est un langage de programmation, mais c'est aussi une technologie en réalité qui, moi, un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est la performance. Voilà. Donc j'explore ça en ce moment, hein. Voilà. Et je me pose des questions relativement simples. C'est est-ce que ce que je peux faire facilement sous R et sous Python, je peux le refaire facilement sous Julia? Voilà. C'est ça l'idée. Dans un deuxième temps, on verra s'il y a des choses que je peux faire avec Julia que ne savent pas faire R ou Python. Ça, c'est une autre, c'est un peu plus tard, ça. Mais bon, j'ai tout l'été pour ça. Voilà. Alors, en explorant ça dans la partie qui m'intéresse, c'est la partie machine learning, hein, data mining ou data science, si vous voulez. Voilà, j'ai découvert un package, voilà, qui est une sorte de méta package, disais-je. Voilà, c'est MLJ, hein, machine learning et Julia. En fait, il permet d'accéder de manière unifiée à différents algorithmes de calcul. Voilà. Donc, j'ai lu la documentation, j'y passe mon temps en fait en ce moment tout simplement, et j'ai fini par trouver, c'était pas évident à trouver, mais j'ai fini par trouver modèle browser qui liste les technologies disponibles, les approches, hein, disponibles. Il y a du boulot là, hein, c'est très amusant. Ok. Alors pour l'instant, je suis dans la classification supervisée, qui est ma spécialité, hein. Après également, je vais faire le clustering. Bien sûr également que je vais le faire en détail, en long, en large, en travers. Je vais faire également dimensionnalité réduction. Je vais faire plein de choses. Je vais tous les faire. Hein, voilà. Après, on vient de dire que voilà. Voilà. Je dis rien. Ok. Alors, je vais parler des arbres de décision via MLJ, et donc, disais-je, en fait, MLJ encapsule l'accès à des classes de calcul. Donc, décision tree classifiée, en réalité, sa page GitHub est là, voilà, très bien, et on voit bien qu'il implémente en fait la méthode CART, voilà, de Breman, Friedman, Olsen et Stone, hein, voilà, et ensuite, la classe de calcul est disponible dans différents outils, hein, de Julia, notamment ici MLJ, hein, Machine Learning et Julia, hein. On voit aussi qu'il est disponible dans Scikit-learn. Mais Scikit-learn, on en avait parlé, hein, donc ça, je réserve ça à plus tard. Voilà. Alors, un élément très important, bien sûr, c'est la documentation, hein. J'avais dit que la documentation est pas évidente à trouver, donc finalement, j'ai trouvé un site là qui est pas mal, qui liste les modèles, et donc ça m'a permis d'identifier les différents hyperparamètres, les opérations, voilà. Donc ce site-là, je vais pas le lâcher là. Je vais pas le lâcher, hein. Parce qu'évidemment, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on est en train de manipuler. Le rôle des hyperparamètres des hyperparamètres sont très importants sur le comportement, hein, pèsent de manière significative sur le comportement des algorithmes. Voilà. Notamment ici, par exemple, on peut faire du post-pruning à la carte, visiblement, hein. Bah, ça, à la méthode carte, justement. Donc ça également, c'est des choses qu'il faudrait explorer, des choses comme ça, ainsi de suite. Mais bon, on n'est pas là pour l'instant. Là, je suis vraiment dans une phase où on est dans l'initiation. En fait, la vidéo, je la fais pourquoi? Je la fais d'une part parce que ça me permet de partager ce que j'explore, hein. Je passe beaucoup de temps dessus, autant que ça serve à tout le monde. Et elle me sert également la vidéo pour plus tard, pour guider les étudiants durant mes TD. Ça sert beaucoup à ça également, hein. Dans mes TD, je mets jamais les commandes parce que je veux pas qu'ils fassent du copier-coller. Et donc, je pose des séries de questions et je mets les supports en ligne. Voilà, en face, hein. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des tutoriels, ça peut être de la documentation, ça peut être ce site également, ainsi de suite. Donc, c'est très important que les étudiants aient des repères, mais et c'est très important également qu'ils fassent pas simplement du copier-coller, c'est-à-dire que l'on donne un notebook tout fait et puis ils lancent tout simplement un à un. Je vois pas très bien l'intérêt du TD, hein, si on fait ça. Bien. Alors, pour nous exercer, donc voilà, j'ai créé le notebook déjà et les données sont là. Les données sont là. C'est des sortes de données marketing. Voilà. Donc, ce qu'on essaie de prédire, c'est le type de financement qui a été choisi sur un achat par un client.
Voilà. Et pour prédire le type de financement qu'il a utilisé, on a une série d'indicateurs. Certains sont relatifs au client, voilà, certains sont relatifs à l'acte d'achat. Donc, type de produit, par exemple, ou, ou le canal d'achat. En revanche, d'autres sont relatifs à la caractéristique des clients. Voilà. Donc, on essaie de savoir si on arrive à prédire correctement le type de financement sélectionné par le client en fonction des caractéristiques qui sont là. C'est un problème très classique de marketing. Bon, tellement classique, les données, je les ai générées avec ChatGPT, en fait. Voilà. Ensuite, je l'ai tripoté un peu pour que ça soit pas évident. On est d'accord là-dessus, hein. Donc, j'ai défini les règles moi-même que j'ai bruitées par la suite. Voilà. Mais bon, c'est très bien. L'essentiel, c'est que on a des résultats après qui parlent. C'est ça l'important. Mais encore une fois, bon, n'allez pas vous énerver là-dessus si vous êtes spécialiste du marketing. Voilà, c'est des données générées. Ensuite, j'ai défini les règles en rajoutant du bruit pour que ce soit pas totalement évident. Voilà. Allons-y alors. Tout est prêt. Mon notebook est là. Donc, je vais enlever tout ça là parce que ça gêne la vue. Tac et tac. Comme d'habitude, j'ai créé le notebook et l'environnement, c'est Julia. Le kernel, c'est Julia. Oui, d'accord, hein. Ensuite, je charge l'environnement dans lequel j'ai installé une série de packages. Donc les packages, ils sont là, hein. Voilà. De toute manière, le fichier de package, je le distribuerai, hein. Voilà. Les fichiers ici, là, je les distribuerai. On est d'accord là-dessus. Mais bon, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a MLJ, voilà, il y a MLJ Decision Tree Interface qui permet de faire la connexion avec Decision Tree. Voilà. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Après, les autres, ça permet de manipuler les types, ainsi de suite, faire des statistiques ou charger le fichier Excel. J'utilise énormément le fichier Excel parce que ça évite les problèmes de type et ainsi de suite. Voilà. Mais bien sûr, le fichier Excel, au-delà d'une certaine volumétrie, c'est juste ingérable. On est d'accord là-dessus. Bien. Comme d'habitude, vous avez compris maintenant, hein. Donc, j'importe les données, voilà, je les inspecte, voilà, les 10 000 individus, il y a 16 variables en tout, il y a 10 000 observations. Voilà. Donc, je fais la description. Ah, très bien, on a toutes les variables ici. Certaines, les numériques, certaines sont codées en float, voilà, certaines sont codées en entier. Et on a vu que pour MLJ, ça pose problème dans certains cas. Donc, on verra, on fera un typage. On a vu également qu'il y a des variables catégorielles. Pour l'instant, il ne sait pas que c'est des catégories. Il voit tout simplement, c'est un vecteur de chaîne de caractères, hein. C'est à nous de les typer correctement par la suite. Et la variable cible, bien sûr, elle est codée comme string également, parce qu'il ne sait pas que c'est une variable cible. Pour l'instant, il ne sait pas que c'est une sorte de type factor. Alors là, on a la description à la mode data frame. Maintenant, on va voir la description des types qui sont identifiés par MLJ, Machine Learning et Julia, le package de référence. Voilà. Donc, j'affiche ça comme ceci, je mets ça là parce que c'est pas très bien visible. Voilà. Donc, on voit cette fois-ci les types scientifiques qui sont identifiés par MLJ. Donc, on voit par exemple que âge qui est un entier, il le considère comme un comptage. Non, ça va créer des soucis tout à l'heure. Pareil également, type produit canal achat, pour lui, c'est textuel. Et non, on sait très bien que c'est une variable catégorielle, donc il faudra le typer. Voilà. Et financement aussi textuel, ça également, il faudra le typer. Sinon, les autres, ils identifient correctement, il va pouvoir les utiliser directement sans modification. Donc, je mets la variable cible dans un vecteur, Y, et je mets les descripteurs dans une matrice X. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, avec le NPAC, là. Donc, maintenant, financement avec 10 000 observations sont à part. Voilà. Dans un vecteur. Et les X, les 15 variables cette fois-ci, donc, sont à part. Alors, je calcule les effectifs par classe, hein. Voilà. Très bien. Donc, ceux qui font trois paiements, sur les 10 000 observations, ceux qui font paiement trois fois, il y en a 5 920, LOA 2613, crédit classique 1467. Voilà. Arrive le typage. Déjà, il faut que je lui dise que la variable cible, en fait, c'est une variable catégorielle, hein, avec des modalités qui sont non ordonnées. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, il me dit, il y a trois niveaux, crédit classique, LOA et paiement trois fois. Ça, c'est important à savoir, hein. Donc, c'est ce que je fais ici, hein, avec l'outil Categorical Arrays. C'est un package qu'on a dû installer. Ensuite, il faut typer les X. Ceux qui sont continus restent tels quels. En revanche, il y en a certains, il faut les transformer, hein, qu'il les identifie correctement. Donc, l'âge qu'il a mis comme variable de comptage, je dis que c'est continu. Ça change pas sa nature, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout ce qui était considéré comme comptage, je les mets en continu. Et ce qu'il avait vu comme textual, je lui dis maintenant que c'est une variable catégorielle, hein, à plus de deux modalités, hein, donc multiclasse.
ce que je mets ici. Hein. Multiclasse, ici, dans ce contexte-ci, veut dire c'est une variable catégorielle qui a plus de deux modalités, non ordonnées a priori. Hein. Voilà. Donc, je réaffiche le schéma et on voit qu'il a identifié correctement, qu'il a mis les types et que ce que j'ai mis catégoriel, cette fois-ci, il a compté le nombre de modalités. Et donc, pour type produit, il m'a dit qu'il y a trois modalités, il a identifié les trois modalités, et canal achat, il a identifié trois modalités. Très bien. Moi, ça me convient parfaitement. Une fois que c'est bon là, voilà, si je balance directement dans les arbres, les variables catégorielles, là, il ne les prend pas. Exactement comme les arbres de scikit-learn sous Python. Vous avez vu, hein? Il faut passer par un one-hot encoding. Donc ici également, il faut passer par un one-hot encoding pour que ces variables catégorielles-là puissent être traitées dans l'arbre de décision. Bah, très simplement, je vais utiliser un codage 0,1, un one-hot encoding, tout simplement. Donc, j'importe la classe de calcul qui est, hein, la classe de calcul, elle est en fait dans MLJ Transform. Donc c'est un package qu'il faut aussi installer, hein, dans la liste des packages qu'on avait vu en préambule. OK. Ensuite, une fois que j'ai le one-hot encodeur, voilà, j'instancie la machine, je l'instancie ici, la classe de calcul, voilà, et je prépare la machine en lui passant la structure des données. Alors, le OneNote encodeur, je peux l'appliquer sur la totalité des données directement. On n'est pas obligé de passer par un train. On est d'accord, hein? Parce qu'en réalité, il code de manière individuelle, tout simplement. On est d'accord. Si on est dans la standardisation, il faut le faire sur le train, hein, les calculs des paramètres moyenne écart type. D'accord, hein? Donc là, le OneNote encodeur, il n'y a pas ce problème-là. Donc, je peux le faire directement sur l'ensemble des X. Donc, je crée la machine, je l'entraîne et je crée les variables transformées. Voilà. Alors, donc, il a bien dit, hein, type produit a été créé en trois colonnes. Voilà, canal achat en trois colonnes. Donc, il affiche les données ici, hein. Voilà. Alors, si je vais voir ça, je fais describe tout simplement et on voit bien les trois colonnes. Donc, c'est intéressant, hein. Il met d'abord le nom originel de la variable et il met la modalité associée en mettant un underscore au milieu. Voilà. Type produit automobile, type produit électroménager, type produit électronique. Pareil pour canal achat, magasin, mobile, web. OK. Très bien. Alors, je suis prêt maintenant. Hein. Ce préambule-là est extrêmement fastidieux. Hein, faire de l'inspection des données, de la préparation. Et encore en TD, là, elle est simplifiée au maximum. Hein, parce qu'on ne veut pas que les étudiants soient perdus là-dessus. Souvent, ils disent, ah oui, mais parce que en réalité, les solutions ne sont jamais toutes faites. Hein. On lui dit, mais on nous montre pas comment on prépare les données, mais parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. Dans certains cas, là, le remplacement des données manquantes, en réalité, peut être différent selon le type d'algorithme de machine learning qu'on applique derrière. Si je fais une régression logistique, il y en a certaines méthodes qui marchent mieux que d'autres. Si je fais une ACP, c'est d'autres méthodes qui vont être utilisées, ainsi de suite. Voilà. Donc, des cours standards sur le traitement des données manquantes et tout ça, non, non, non. Elles sont associées aux algorithmes. Hein. Il est montré, par exemple, que avec la régression, je prends la régression linéaire multiple que je connais bien, hein, voilà, il y a certaines méthodes qui fait que, en réalité, les estimateurs restent non biaisés. En revanche, il y a des méthodes qui peuvent introduire du biais dans l'estimation des coefficients. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Bon, là, c'est extrêmement simplifié. Alors, une fois que c'est bon, ça, eh bien, voilà, je fais la partition train test. Alors, dans ce tutoriel-ci, je vais utiliser une autre approche. Qu'est-ce qui se passe? Je crée un tableau d'indices de 1 à n. Donc, n, c'est 10 000. Voilà. Ensuite, je vais faire une partition, 60% pour le train, 40% pour le test. Donc 6 000 et 4 000. On est d'accord? Je fais shuffle égal à true parce que je ne sais pas si les variables sont ordonnées ou pas, si les lignes sont ordonnées ou pas. Voilà. Et je stratifie selon le Y. La proportion des classes soit les mêmes dans les deux sous-échantillons. Donc, à ce stade-là, c'est juste des indices que je crée. Je ne partitionne pas les données. C'est juste des indices que je crée. Parce qu'on va voir que tout à l'heure, en réalité, on peut utiliser simplement les indices, voilà, pour travailler sur des échantillons à partir des structures originelles. Voilà. Donc du coup, c'est extrêmement plus simple. J'ai fait une série de vidéos là-dessus, hein, voilà, hein, sur l'apprentissage test. J'en ai fait là, j'en ai fait là, j'en ai fait là également. Et d'accord, trois pour l'instant, quatre. Il y en aura d'autres. Hein, voilà. Et donc, dans ce tuto-ci, voilà, je montre une autre manière de partitionner les données, une autre approche. Hein. Bien.
Je veux créer un arbre de décision. Donc, je charge la classe de calcul, décision triclassifiant. Voilà. Ensuite, voilà, je l'instancie, hein. C'est ce que je fais ici. Donc, je crée l'objet de calcul et je paramètre. Donc, les paramètres, ils sont là, hein, dans la documentation, hein. Il faut lire la documentation, hein. Ils sont là, les hyperparamètres. Là, vous avez les hyperparamètres, là. Voilà. Mais il faut lire, tout simplement. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai manipulé? J'ai fixé la profondeur maximale à 3 parce que sinon l'arbre devient illisible, hein. On est d'accord? On est juste dans une phase d'initiation, là. On est d'accord? Très bien. Les autres, je ne touche pas. Il y en a un seulement que j'ai manipulé. Bon, le random, parce que s'il a des ex-aequo, il va choisir de manière aléatoire. Donc, je veux qu'on ait exactement le même arbre. Donc, je fixe le random stat, si vous voulez. Et pour l'importance des variables, je veux qu'il la calcule avec la réduction de la variance, hein, de l'impureté. Voilà. Là, ça n'influe pas sur le calcul, mais ça influe quand on va afficher l'importance des variables, tout simplement, hein. Donc, sur le calcul en lui-même, ça ne modifie pas l'arbre, on est d'accord, hein. Allons-y. Donc, j'instancie l'arbre avec ces paramètres-là. Ensuite, je prépare la machine, voilà, et je fais l'apprentissage. Donc, je prépare la machine en lui passant les structures originelles, le X complet et le Y complet. Mais quand j'entraîne la machine, là, voilà, je lui dis, tu traites uniquement les lignes qui correspondent à ID train. Donc ça, c'est une autre manière de voir la chose, hein. C'est-à-dire que je prépare la machine avec les structures complètes des données, voilà. Et ensuite, c'est uniquement quand je lance l'apprentissage que je dis, attention, tu ne traites pas l'ensemble des données, tu vas prendre que ces lignes-là et j'indique les identifiants correspondants ici. Très bien. Donc, il a fait les calculs, c'est super rapide parce que j'ai lancé avant. Et une fois qu'on a ça, il faut inspecter les résultats. Alors, premier élément que je regarde, c'est les fités de params qui sont fournis par MLJ. Là, il me dit, c'est un tuple, un name et tuple, voilà, et les clés correspondantes, il y en a tree, row tree, encoding, features. Voilà. Alors, les features, c'est quoi? C'est les variables qu'il a utilisées, hein. C'est des variables candidates. Il y en avait 19. 19 parce que il y a les variables qui ont que des 0, 1. D'accord. Ensuite, rappelons, hein, les modalités cibles. Les modalités de la variable cible. Voilà. Il y avait crédit classique, LOA, paiement 3 fois. Ensuite, si je veux avoir les caractéristiques de l'arbre, je fais un println de fp.tree. FP, c'est l'objet qui a été fourni par fitted params. On est d'accord, hein? On est d'accord. Très bien. Il me dit, voilà, j'ai un arbre de profondeur 3, voilà, et il y a 8 feuilles en tout. Donc, il y a 8 règles. On est d'accord. Alors là où j'ai un peu cherché, mais bon, j'ai fini par trouver, on peut utiliser le même objet pour afficher l'arbre, mais sans mettre le println. Et du coup, il l'interprète différemment, hein. Voilà. Tac. Et voilà l'arbre de décision. Alors bon, on peut faire un affichage graphique, mais il faut passer par GraphViz. J'ai un peu testé, mais ça induit des choses complexes, hein, voilà. Et moi, je veux pas qu'on perde du temps là-dessus, hein. J'imagine, hein, comme à l'origine dans Scikit-learn sous Python, hein, à l'origine dans Scikit-learn sous Python, il y avait les mêmes soucis, hein. On est d'accord. Bon, bah là pour l'instant, on a un affichage textuel qui marche très bien, hein, qui est très lisible, hein. Donc la variable qui apparaît à la racine de l'arbre, c'est incident paiement, voilà. S'il est inférieur à 0,5, on est dans score crédit inférieur à 720, donc on est dans la branche. Et s'il est supérieur ou égal à 0,5, on est dans la deuxième branche qui est là, et la variable de segmentation suivante, c'est sensibilité promo, ainsi de suite. Et ici, à la fin, là, on a la classe prédite avec son occurrence divisée par l'effectif qu'il y a sur la feuille. Voilà. Ça vous donne la confiance qu'on peut associer à la règle, si vous voulez, hein. Et il y a bien 8 règles ici. C'est bien vu, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'il y a 8 feuilles. Oui, d'accord. Un exercice intéressant, justement, c'est de faire décrypter par les étudiants les règles. Et d'accord, hein. Voilà. Parce que généralement, ils regardent le cours, plus ou moins comme ils peuvent, et après, bon, les résultats, bah non, non, il faut inspecter les résultats. Déjà, il faut comptabiliser les variables qui apparaissent, ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a une autre manière d'afficher les règles, c'est via l'objet décision tree, le module décision tree. Il y a une classe, il y a une méthode print tree. J'utilise ici. Voilà. Et on a le même arbre, hein. La seule différence, tout simplement, je réduis un tout petit peu 2 secondes, c'est que dans un cas, il met les numéros de variables, voilà, et il met à la place de la modalité prédite dans la feuille, il met le numéro de la modalité.
Mais j'ai vérifié, c'est totalement cohérent, hein. Donc là, par exemple, la première feuille, c'est paiement trois fois, et c'est bien la modalité numéro 3. Paiement trois fois, c'est la modalité numéro 3 ici. D'accord. Donc c'est totalement cohérent. Alors, on passe à la suite. L'inspection classique, c'est l'importance des variables. Donc c'est la réduction de variance induite par la segmentation, hein, quand on utilise la variable. Si la variable apparaît plusieurs fois, on additionne, hein. Voilà. OK. Et bien sûr, les variables qui n'apparaissent pas ont une importance nulle. On est d'accord. Donc on a score crédit, ceux qui apparaissent en haut, en fait, ont une importance plus forte, hein, voilà, avec une réduction plus forte, hein, parce que elle est pondérée par l'effectif, hein. OK, très bien. Donc on le voit ici, hein, le calcul de réduction est pondéré par l'effectif. Il suffit de regarder, c'est les variables qui apparaissent en haut dans l'arbre. Alors, en lisant la documentation, j'ai passé beaucoup de temps, hein. J'ai vu qu'il y avait fitted params et j'ai vu aussi qu'il y a report. Et j'ai vu qu'il y a future importance, hein. Oui, d'accord. Donc j'ai regardé ce que fait Report, mais il fait la même chose. Donc de nouveau, c'est un emmet tuple, voilà, j'ai les clés qui sont là, et par exemple, j'ai la possibilité d'afficher l'arbre avec une autre approche. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Deuxième phase maintenant, qui est ultra classique, hein, qu'on a vu dans les différentes vidéos qui sont là maintenant. Voilà, je fais la prédiction sur l'échantillon test. De nouveau, comme quand lorsque j'ai préparé la structure, j'ai passé le tableau complet des données. La seule chose qu'il faut indiquer dans la prédiction là, c'est juste les lignes concernées. Voilà. Ensuite, je peux le faire en deux temps. Prédicte d'abord et ensuite j'ai les probabilités d'appartenance aux classes. Ensuite, je fais le mode, ou bien c'est ce que j'ai fait par ailleurs, hein, dans les autres vidéos, ou bien on appelle directement predict mode. Voilà. Et donc on voit bien, hein, ici les prédictions, hein, voilà les prédictions. Et donc je peux créer la matrice de confusion entre les classes prédites et les classes observées de l'échantillon test. Prédites sur l'échantillon test, hein, et les effectifs sont cohérents. On est d'accord, sinon il aurait fait un warning là. On est d'accord, ou une erreur même en réalité, hein. Si on avait pas la même longueur de vecteur, ça aurait fait une erreur. De la même manière, je peux calculer les indicateurs. Alors, là, de nouveau, on a un schéma classique, hein, qu'on voit par ailleurs. Il y a différentes étapes. Il y en a un, c'est le one-note encoding. Ensuite, il y a la transformation. D'abord, il y a la transformation avec le one-note encoding. Et ensuite, il y a l'application de l'algo de machine learning. On les a fait de manière séparée. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible de le mettre directement dans un pipeline? Hein. Pipeline est un concept, voilà, qui est mis en avant, notamment dans Scikit-learn, hein, qui fait un de ses succès d'ailleurs, hein, qui fait un de ses succès. Donc je me suis dit, mais est-ce que on a cette possibilité-là ici? Ben, du coup, j'ai regardé, hein, voilà. Donc bon, ici le mode de calcul de future importance, il n'influe pas sur le résultat, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc, en revanche, j'ai bien défini un pipeline avec l'opérateur pipe qui est là, hein. Donc, l'équivalent de ce qu'on a avec Deepler, avec le pourcent, flèche de, enfin, supérieur au pourcent, voilà, ou sous R aussi, d'ailleurs. Il y a le concept des pipelines qui ressemble beaucoup à ici. Voilà. Donc, j'ai un one-note encodeur, ensuite un décision tree classifier. Ah, one-note encodeur, là, il faut que je l'instancie. Ah, je l'avais pas fait, ça. Il faut que je l'instancie, et ensuite décision tree classifier. Une fois que c'est fait, ça, voilà, je crée l'arbre de décision avec les variables originelles. Avec les variables originelles. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de faire le OneNote encoding moi-même de manière explicite. Elle est, en fait, cette transformation-là est incluse dans le pipeline. Voilà. Donc, première étape, OneNote encodeur, et ensuite décision tree classifier. Ensuite, je fais l'entraînement avec les données en train, et je fais la prédiction avec les données en test. Et ce que je vais confronter ici, c'est pas une vraie confusion matrix. C'est que j'ai comparé les prédictions où j'ai décomposé les étapes manuellement avec la prédiction du pipeline. Et normalement, on doit avoir les mêmes résultats. Sinon, il y a un problème. Donc, on doit avoir une sorte de c'est pas une matrice de confusion, c'est un tableau croisé. Et dans le tableau croisé, toutes les valeurs doivent être sur la diagonale principale. Il n'y a aucune incohérence dans les prédictions. C'est ce qu'on va voir. Mhm. Et bien sûr que c'est bien sûr. Donc voilà. Donc, si je résume, hmm, il est tout à fait possible de lancer les arbres de décision sous Julia.
de manière simple. Et on a exactement les mêmes fonctionnalités qu'on aurait par ailleurs sous R, par exemple, et sous Python également. Pareil, avec la même qualité de résultat. Voilà. On verra les performances en termes de rapidité, et ça, c'est notre histoire, hein. Voilà. Ensuite, l'autre aspect important également, c'est que je peux mettre en place également le mécanisme de pipeline, voilà, via MLJ ici, et obtenir quelque chose qui ressemble fortement à ce qu'on obtient sous Python par ailleurs. Donc, les fonctionnalités qu'on a, pardon, sous Python Decision Tree, sous Python avec scikit-learn, on peut l'avoir avec Decision Tree de MLJ sous Julia. Très simplement. Excellent travail à tous.